Imagine un procès où la démocratie condamne la liberté de penser. C'est exactement ce qui est arrivé à Socrate. Donc pour un peu de contexte, Socrate est un homme qui vit une vie très simple, sans excès. Ce n'est pas un homme politique, mais un penseur qui propose des enseignements nouveaux, fondés sur l'idée que chacun doit être son propre juge. Il n'existe aucun écrit direct de Socrate, nous connaissons sa vie à travers les dialogues de Platon, son disciple, qui a retranscrit ses pensées et sa philosophie. Socrate cherche à interroger les hommes sur eux-mêmes, afin de leur permettre de découvrir qui ils sont réellement. Selon lui, nul n'est méchant volontairement. La méchanceté découle de l'ignorance. C'est l'apologie de Socrate rédigée par Platon qui relate le procès de Socrate et sa condamnation à mort en 399 avant notre ère à Athènes. Passons aux accusations. Comment il en est arrivé là, Socrate? Tout d'abord, son procès a été initié par un greffé. Ce sont des poursuites judiciaires publiques, déposées par 3 citoyens athéniens. Mais de quoi on l'accusait? On l'accusait d'impiété et de corruption de la jeunesse. Pour l'impiété, Socrate ne reconnaissait pas les dieux de la cité et introduisait des nouvelles divinités. Cette accusation visait son démon qu'il prétendait entendre et qui était perçu comme une menace pour la religion d'État. Au niveau de la corruption de la jeunesse, on lui reprochait de détourner les jeunes hommes des valeurs traditionnelles de la cité, de les inciter à l'esprit critique et de questionner l'autorité, y compris celle des parents. Alors comment s'est déroulé le procès? Le procès s'est tenu devant l'Héliée, devant 501 citoyens tirés au sort. Et Socrate est jugé sans avocat. Il est reconnu coupable. Concernant la détermination de la peine, les lois athéniennes prévoyaient que l'accusé puisse proposer des peines alternatives. Et les accusateurs voulaient la peine de mort. Vous le sentez venir? Socrate a d'abord proposé, non sans une certaine ironie, d'être nourri au Prytanée. C'est un bâtiment public où étaient honorés les bienfaiteurs de la cité, estimant qu'il méritait une récompense pour son service philosophique à la cité. Proposition assez provocatrice. Ensuite, il a proposé une amende minime. Le jury, irrité, a finalement voté la peine de mort par ingestion de la ciguë. Socrate accepte son sort. Mais qu'en est-il de la dimension juridique et philosophique? Au niveau juridique, le procès est souvent critiqué pour son aspect politique. Socrate a refusé de plaider comme un accusé ordinaire, préférant s'exprimer en philosophe et tournant ses juges en dérision. Ce dédain pour la rhétorique judiciaire et le tribunal lui-même a été perçu comme une critique directe du système et a donc contribué à sa condamnation. Philosophiquement, et c'est là que c'est intéressant, le procès est le point culminant du conflit entre la philosophie et la rhétorique, entre la recherche de la vérité et l'art de la persuasion. Dans l'apologie, Socrate se présente non pas comme un sophiste intéressé par l'argent, mais comme un temps divin qui vient réveiller la cité de sa torpeur intellectuelle. En refusant de s'enfuir et en acceptant sa peine, Socrate a mis sa philosophie en pratique. Il a soutenu que s'enfuir violerait les lois de la cité, qu'il considère comme justes. Mais ce sont les hommes qui l'ont condamné qui ont été injustes. Les lois sont donc vues comme une entité plus importante que sa propre vie. S'il fuit, il répondrait à une injustice par une autre injustice. Et ça, c'est un des moments les plus marquants de son enseignement. Socrate a ainsi choisi de mourir par principe, en obéissant aux lois, même si elles s'avéraient injustes. L'important n'est pas de vivre, mais de vivre dans le bien, par des actions justes. Son action finale est un puissant plaidoyer pour l'obéissance aux lois, même si elles sont